Aujourd'hui, le grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir Claude Denet pour son recueil « Pourquoi les poètes n'ont jamais de ticket pour le paradis ?» paru en 2022 chez l'Arbre à Parole. Un entretien mené pour vous par l'ineffable autant que sérénissime Anne-Marie Louis Louers. C'est moi qui vous remercie et bonjour à tout le monde, tous ceux que je n'ai pas encore vus de près. Maintenant, est-ce qu'il faut encore présenter Claude Denet? Je ne sais pas, si je vais faire quand même. Mais bon, il a quand même à son actif pas mal de casquettes. Oui. Donc je vais peut-être commencer par l'historique de tes publications. Je ne vais pas les citer tous. Mais je sais que tu as publié jusqu'à présent une quinzaine de recueils de poèmes, à peu près, c'est ça? Oui, enfin, ça fait déjà un petit temps que je mets 15, mais à mon avis, on doit être plus près de 20 maintenant, mais oui, une bonne quinzaine. Si, Et alors, en tant que romancier, tu as aussi, évidemment, quelques romans à ton actif. Oui, 4. Dont L'heure des olives, 4, voilà. Dans L'heure des olives, publié chez Néo. Il y a quoi, l'année passée? Oui, c'était ça, oui, exactement, en septembre 2021. Oui. Et donc, on va évoquer aujourd'hui ton dernier recueil, publié à l'Arbre à Parole, qui est là sur la table. Pourquoi les poètes n'ont jamais de ticket pour le paradis? C'est le titre le plus long de ta carrière. Oui. On va peut-être commencer par la couverture, justement. La photo de couverture que tu as choisie. Pourquoi l'as-tu choisie? Elle me paraît un peu énigmatique. Hein? Et voilà, je veux que tu m'en parles un petit peu, que tu nous en parles un petit peu. En réalité, j'ai toujours un problème avec les titres. Donc, contrairement aux, je sais pas, il y a des écrivains, des poètes qui ont d'abord le titre pratiquement en tête avant d'écrire le recueil. Moi, c'est l'inverse. J'ai une idée, oui, souvent, pas toujours. Donc, de fil conducteur. Parfois, j'écris des textes en continu, comme beaucoup de poètes. Mais alors, à certains moments, je me rends compte qu'il y a des thématiques qui peuvent faire un recueil. Ben, que ça commence à aller dans ce sens-là. Mais donc, je ne bâtis pas le recueil avant d'écrire. Mais alors le titre, souvent, c'est un problème, et donc celui-ci, je ne sais pas pourquoi, d'abord il est long, c'est vrai, mais il est venu parce que c'est un des vers qui est dans le recueil, mais et alors il se fait que le recueil ici, quand même sous la houlette, sous l'inspiration des écrivains américains, Kerouac, de Beat Generation, de ces gens-là, William Burroughs, et donc... Voilà, Ginsberg, etc. Et donc, c'est dans leur manière de penser aussi. Le vers est déjà lié à leur manière d'écrire aussi. Donc, voilà. Et alors, la photo. La photo, comme d'habitude, c'est pas plus facile que pour les titres. J'ai jamais d'idée non plus. Et alors, je me suis mis à fouiller le net. Hein. J'ai regardé un peu si je trouvais des photos parce que j'avais pas un photographe sous la main vraiment pour dire, tiens, avec l'idée, tiens, je mettrais bien cette photo-là en couverture. Et alors, j'avais une idée quand même du fait que je voulais qu'on trouve un personnage sur la photo et que ce personnage, il soit dans une position qui puisse faire penser quand même au paradis, au ticket, etc., à l'idée. Et donc, je suis tombé sur plusieurs photos qui étaient... Il y avait une autre photo, par exemple, où on voyait un homme qui était il était allongé, mais dans une barrique ouverte. Donc... comme on a parfois ce genre de choses. Dans le temps, dans les plaines de jeux, on trouvait ça et on marchait dedans pour les faire tourner. Et donc, il était allongé comme ça, en arc de cercle, et les mains derrière la tête. Et je trouvais que c'était aussi une photo qui aurait pu très bien convenir. Mais alors, celle-ci, quand je suis tombé dessus, je trouvais ça intéressant de voir cette espèce comme d'escalier montant vers le ciel, une espèce d'échelle qui n'en est pas vraiment une non plus. Et alors, le personnage dans une position d'attente, de la tête à moitié tournée, et donc cette idée, on pourrait le voir comme désespéré éventuellement, mais pas nécessairement, plutôt en attente, en recherche, et voilà. Et donc oui, si vous ne le voyez pas, voilà. Et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est le personnage qui est en attente de quelque chose, mais pas non plus le côté mystique. Le Messie va descendre. Ah, non, c'était pas dans cette idée-là, mais plutôt dans cette idée-là.
En parenthèse, l'image, la photo plaît très bien, parce que j'ai eu pas mal de retours sur... Voilà. Oui, voilà. Bon, on va ouvrir le livre normalement. Et tu abordes donc un tas de sujets d'actualité. Hein, tu abordes l'immigration, l'écologie, enfin, tout ce qui se passe autour de nous, la société en général. Tu es lucide et très proche des choses qui t'entourent. Tu adores la nature aussi, tu t'y sens très bien. Je pense que tu as besoin de tout ça autour de toi aussi pour créer. Je ne trouve pas. Non. Et dans la forme, alors, donc, ce ne sont pas vraiment des poèmes, hein, on appellerait ça plutôt de la prose poétique, je pense. Et à chaque prose, tu as donné un titre qui, c'est déjà tout un programme, chaque titre est déjà tout un programme dans la mesure où il donne déjà c'est une porte ouverte, c'est une belle image qui introduit le poème. Alors, je vais en citer 3 comme ça. Poème pour empailler les rêves, poème pour un carré de marelle, poème pour des mains de pluie. Bon, je pourrais continuer comme ça, c'est assez poétique tout ça. Oui, enfin, oui, c'est vrai, c'est vrai que les titres sont... Il faut quand même un rôle, hein. Oui, c'est voulu, oui, c'est vrai. Oui, ça c'est voulu, j'espère, oui. Et je pense à Denis Billambose, hein, qui est un chroniqueur qu'on aime bien, qu'on connaît bien. Il dit avoir lu ce recueil comme une odyssée des temps modernes. Est-ce que tu es d'accord avec son ressenti? Et toi, comment définirais-tu le contenu de l'ensemble du livre? Eh bien, oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, même si le terme Odyssée me semble à la limite un peu exagéré, mais comme un voyage peut-être bien, mais surtout c'est un ensemble de textes qui sont venus effectivement par rapport à la société, à l'époque dans laquelle on vit, sociétale et en même temps, je veux dire, internationale et humaine. Et donc oui, ce sont des poèmes qui, contrairement à ce que j'ai pu écrire par là avant, ne sont pas désincarnés. Ce sont des poèmes que j'ai écrits principalement pendant la période du Covid, et où j'étais vraiment isolé, enfin pas isolé parce que mon épouse est là et nos petites filles venaient souvent, même si on ne pouvait pas soi-disant les avoir, on les avait beaucoup, mais on vit au milieu des bois nous autres, hein. Donc l'avantage que j'avais par rapport je ne sais pas si vous habitez tous Bruxelles, mais en tout cas quand je lisais dans les médias, je voyais à la télévision la situation des gens enfermés dans un appartement, etc. Moi, il y a 300 hectares autour de chez moi, quoi. Qui ne m'appartiennent pas, je le dis tout de suite, hein, mais qui sont la réalité. Il y avait nous, et il y avait les châtelains qui habitent à 100 mètres, et c'est tout. Donc ce qui veut dire que nous, on avait plutôt l'inverse, on souffrait presque de solitude totale, de ne voir personne que des sangliers, des oiseaux de toutes les sortes, etc. Et donc voilà, ça s'explique, quand je dis le rapport à la nature ou au monde, mais ces textes ont été écrits à ce moment-là où il y avait un moment de recul, pas volontaire, et qui était de se poser des questions qu'on voyait à travers la petite lucarne, comme on dit, à travers voilà. Et ça m'a interpellé beaucoup, et tous ces textes-là sont venus à ce moment-là. Oui, donc un genre de prise de conscience, comme pour beaucoup, quelque part, enfin, oui. Un petit relief dans tout ça. Oui. Et alors l'autre idée, c'était d'avoir des textes qui soient, par rapport à ce que j'ai écrit dans les recueils précédents, vraiment des textes à dire, des textes qui sont destinés sans problème à être lus, à être diffusés facilement. Donc une poésie un peu narrative, comme tu disais tout à l'heure, ça c'est vrai. Sauf qu'elle est en mise en page en forme de poème, alors que j'ai déjà écrit des recueils avec de la poésie en prose, mais ici c'est vraiment des textes qu'on peut franchement, on peut en dire certains sur une scène slam par exemple, sans problème. Hein, Je te propose le premier peut-être. Le premier, oui, c'était peut-être emblématique du poème donc pour une époque éteinte. Nous vivons une époque éteinte, une vie de couvre-feu sous la cendre des villes et des rires, une époque de portes borgnes et de voix assourdies.
de printemps rangé dans une boîte à trésors, à côté d'une plume de cormoran, d'un marron chiffonné et d'un sous-verre estampillé bière d'abbaye. Nous vivons une vie de l'instant étiré jusqu'à l'ultime brin. Un présent sans futur rapproché, pauvre grammaire, peau de chagrin. Te rappelles-tu le doux corps à corps de nos doigts, le jeu secret de mes lèvres sur ton oreille? En ce temps-là, le temps lissait ses plumes sous nos caresses, et à visage découvert, je te mangeais le cou à la première d'un blockbuster sirupeux dans un cinéma sans peur. Nous vivons une époque éteinte, dis-moi, où vont les oies quand elles désertent le ciel? Dans quelle autre vie dansent-elles leurs ailes, les oies qui enfoncent leurs coins criards dans le jour gris, dans le temps éteint où nous flambons derrière nos fenêtres, nos portes closes, où nous mangeons le pain des départs, le pain de l'exil, derrière les portes rougies au sang des souvenirs, nos portes closes sur les ondes, sur les voies, sur les solitudes câblées, connectées, nos portes closes, nos fenêtres poumons. La vie réduite au cliquetis de nos doigts sur le clavier, au visage tremblant dans l'écran solidaire, aux mots meurtris dans les écouteurs. Nous vivons une époque éteinte, mais moi, je brûle à pleine peau, à peau de soleil, à peau de couleur, à peau de papouille et de silence sucré. Je brûle en partance, je brûle en absence, en confidence balancée, en transhumance, salon, chambre à dormir, troisième sans ascenseur. Je brûle d'un temps présent dans mon ventre, d'un présent à enfanter, à déchirer, émietté au hasard des lèvres, d'un présent à vivre entre les tenailles des mains qui prennent le monde, travaillent la terre et la chair. Je brûle à l'endroit et à l'envers, en coup droit et en revers. Je prends feu dans cette époque éteinte. Petite et frêle lumière que je tends par-delà les confinements et les discours sans. Petit fanal dans la nuit pour appeler sans un cri et dire qu'il ne faut pas craindre la nuit, qu'une simple flamme suffit pour croire au jour. Pour surmonter tout le négatif qui nous entoure, tu as dit, tu as une force, tu brûles de l'intérieur, tu es en feu, et tu écris même que tu bourres tes valises d'espoir. Donc j'en déduis que tu es quelqu'un de positif, d'optimiste, tout en étant lucide, évidemment. Oui, c'est assez complexe en question, parce que si je dois vraiment être tout à fait sincère, dans mon entourage, on me prend pour un grand pessimiste. Donc quelqu'un qui voit toujours tout en noir ou qui voit toujours ce qui ne va pas. Mais en même temps, que ça ne touche pas vraiment, c'est-à-dire qu'il ne sombre pas pour cela. Donc l'optimisme, il est que je pense toujours que la vie a sa chance, qu'il faut regarder devant et pas derrière, et qu'on peut construire quelque chose. Voilà, là où on est comme on peut. Mais dire que je suis optimiste, ce serait peut-être un peu exagéré, parce que je vois toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ça, c'est vrai. D'abord, mais pas après je me dis, c'est rien, il en reste quand même la moitié, quoi. C'est déjà bien. Hein, mais la première idée, c'est de dire, oh, il n'y en a que la moitié. Hein, mais voilà, donc optimiste, non, je ne pense pas. Mais attends, tu as raison dans ce que tu dis, je rebondis toujours vers le côté, ça va avancer, ça va aller, hein, parce que voilà. Mais la première idée, c'est que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui voit la vie en rose, comme on dit, non. Mais donc, je me propose maintenant de parler du bonheur. Tu parles, toi, du bonheur, moulu dans un sac argenté. Et que signifie pour toi le bonheur? Le bonheur, je crois que c'est l'adéquation que chaque être humain peut avoir avec la vie qu'il mène.
C'est-à-dire, est-ce que certains vont se contenter, entre guillemets, se contenter, c'est un mauvais mot, mais ils vont apprécier un moment où, franchement, anodin. Et d'autres ont besoin, pour être heureux, de s'entourer de tas de choses, ou de voyager beaucoup, de voir beaucoup de gens, et toujours en poursuite de quelque chose qu'ils ne trouvent peut-être jamais. Et donc le bonheur, moi je dois parler de ma conception du bonheur, c'est de trouver un plaisir à être là où je suis, au moment où je suis. Et pas de me dire, tiens, je serais plus heureux si j'avais peut-être un objet, une plus grosse voiture, une plus grosse maison, un autre endroit, plus de soleil, moins de soleil, etc. Moi, je peux déplorer certaines choses. Je déteste l'hiver, ça c'est clair et net, et je déteste l'été aussi. Monique, vous aimez quoi pour finir? Donc je déteste la chaleur quand il fait trop... Non, j'adore l'été, mais s'il fait trop chaud, je ne supporte pas, je n'aime pas. Donc je vais aller dans ma cave s'il faut. Et par contre, s'il fait un temps comme me fait ces derniers jours, je n'aime pas non plus. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est simple. Mais trouver à l'endroit où on est, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, même s'il pleut, un plaisir à être. Pour moi, c'est ça le bonheur. Voilà. Et je pense qu'il n'est absolument pas durable. On ne parle plus que de durable maintenant. Je pense qu'il est inscrit dans une ligne du temps, et à certains moments, on tombe au bon moment, à d'autres moments, ce n'est pas le cas. Ce qui me fait toujours un petit peu, moi, mal, c'est de me dire qu'on est parfois tellement privilégié dans notre vie à soi qu'on ne voit pas qu'on ne voit que ce qui ne va pas, et qu'on trouve, alors qu'ailleurs, si on a un peu les yeux ouverts sur d'autres perspectives, on se dit, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut... Comme on dit, maintenant on peut se plaindre d'avoir froid alors qu'on a tous des pulls, des manteaux, et que la plupart du temps, même si on se plaint que le chauffage est très cher, on en a encore un peu quand même, et qu'on voit ce qui se passe par exemple en Ukraine, pour ne citer que cela, où on espère avoir un peu d'électricité, et là je dis, et on se plaint, mais c'est parce qu'on est circonscrit dans un espace-temps qui fait que là où on se trouve à ce moment-là, il fait trop froid pour nous, ou il fait trop chaud pour nous, ou on n'a pas exactement ce qu'on voudrait dans son assiette, ou la voiture qu'on voudrait, etc. Et je vois que l'être humain est ainsi fait que, où qu'on le mette dans n'importe quelle condition, il trouvera toujours quelque chose qui ne va pas, s'il ne fait pas un effort de volonté par rapport à sa volonté de bonheur. Voilà. Moi, c'est un bonheur volontaire, tout compte fait. Je décide que... Voilà. C'est-à-dire, oui, je vais essayer. Je flotte entre les mailles d'un pull trop grand, c'est-à-dire, j'ai toujours eu l'impression que de ne pas toujours être au bon endroit au bon moment. Voilà, ça aussi, et ça revient sur l'idée. Mais là, ça n'a rien à voir avec le bonheur, mais d'être parfois toujours un peu en décalage par rapport à la vie que j'ai. Donc d'être soit, à un moment je trouvais que j'étais trop jeune, à un moment j'étais pas trop vieux, d'être toujours un petit peu comme quelqu'un qui est dans un pull trop grand, qui ne se sent pas trop bien à l'aise à l'endroit où il est. Il faut dire aussi que pendant toute la partie de ma vie, de l'enfance, allez, je veux dire vers 10 ans, on va dire, quand je dis l'enfance, ce n'est pas la prime enfance, vers 10 ans, jusqu'à la fin de mon adolescence, à l'époque on mettait encore à 18 ans ou 19 ans, hein, parce que maintenant on est préadolescent à 8 ans, je vais dire, on est adolescent à 11, et bientôt la fin d'adolescence c'est 15 ans. Quoi. Donc moi, cette période entre l'âge de 10 et 20, je vais dire, j'avais toujours l'impression de ne pas être du tout dans mon corps, d'être mal dans ma peau, trop grand. J'étais à l'époque, maintenant je suis d'une taille moyenne, vu les géants qu'on a enfantés depuis là, mais moi je suis le plus petit de la famille, alors que je paraissais, à l'école on me mettait au fond de la classe parce que j'étais trop grand, mais j'étais très grand vite, c'est-à-dire que tout compte fait, moi j'avais pratiquement la taille que j'ai maintenant à 12 ans. Ou 12-13 ans, oui, je mesurais 1m70 et maintenant je vais 1m83-84, mais je crois qu'entre l'âge de 13-14 ans, et j'ai pris 3 cm après, je les avais déjà avant. Alors,
comme j'avais tendance à être beaucoup plus mince que maintenant, j'avais vraiment une espèce de haricot comme ça, et bon, j'attirais, c'est pas du tout ce que je voulais être. Donc, pull trop grand, ça joue à ça, quoi. C'est l'idée d'être pas dans ma peau. Le pull, c'est la peau, tout compte fait. Voilà, trop large, voilà. Oui, je pense pas que c'est une question de taille. Mais ça dépend. Hein. Ma grand-mère me tricotait parfois des pulls un peu avec l'espoir que j'allais les remplir. Elle se laisse aller dans les mailles. Alors, Emma, on va passer à la musique. La musique semble avoir une grande place dans ta vie parce que tu en parles quand même beaucoup. Oui. Et voilà, tu peux développer une pensée. Oui, je vais dire qu'elle avait une plus grande place qu'elle n'en a maintenant. Maintenant, j'écoute toujours de la musique, évidemment, mais pas comme elle en avait pendant, je vais dire, les 40 premières années de mon existence, où là, vraiment, la musique était vraiment omniprésente. J'en écoutais tout le temps. Maintenant, c'est des moments privilégiés, j'en écoute, mais pas nécessairement autant qu'avant. Donc, mais la place, oui, parce que la musique, d'abord, j'ai un frère musicien, hein, donc on a vécu dans la musique. Et puis, bon, toute l'adolescence de nouveau et la jeunesse, on avait quasiment tout le temps un électrophone dans le coin. Ouais, on était beaucoup là-dedans. Et c'est elle qui a forgé le rythme dans ma tête. Et quand j'écris, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de mettre de la musique, là, pas pour l'écouter vraiment, pour qu'elle me donne le rythme. Ouais. C'est plutôt ça. Et si je te dis Smoke on the Water, ça te Ah, parle, ouais. j'imagine ? Oui, ça évidemment. Ça c'est pour moi, ça c'est le groupe phare de mon adolescence, du Purple. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène et là, je pense avoir usé mes cordes vocales à suivre Ian Gillan et les autres. Mais oui, c'est pour moi, un moment, c'était les groupes il n'y avait pas que les Deep Purple, hein, mais c'était vraiment Smoke on the Water. Dès que je l'entends, les premières mesures, j'ai 14 ans, quoi. Ça reste, oui. Oui. Et parallèlement à la musique, parallèlement à la musique, que représente le silence pour toi ? Ben, le silence, moi je me sens bien dans le silence. Je suis un gros bavard, mais je peux rester seul très longtemps. D'ailleurs, je ne suis jamais aussi content que quand mon épouse s'en va. Parce que au moins, voilà, et la maison est complètement silencieuse, d'autant plus qu'elle est au milieu des bois, je répète. Donc, il n'y a pas un bruit. Et ça, c'est vrai que j'aime le silence. J'ai toujours bien aimé les monastères. Pas pour mon côté religieux, loin de là, mais pour l'endroit. J'adore les monastères, j'adore les églises. Et donc, oui, le silence, pour moi, c'est un endroit qui est... Enfin, c'est un univers qui est porteur. Mais je n'ai pas besoin de silence tout le temps. Donc, ça veut dire que je ne voudrais pas vivre vraiment seul, enfermé dans le silence. Non, mais j'aime bien m'y retrancher. Je trouve que c'est un endroit, un moment où on se retrouve face à soi-même. Et c'est important. Pour écrire, en tout cas, j'aime bien quand je n'écris pas en rythme sur la musique, j'écris dans le silence total. C'est l'un ou l'autre. Ce que j'ai horreur, c'est de voir une mouche qui tourne autour de moi, c'est-à-dire des gens dans la maison qui passent, qui vont... Alors par contre, je peux très bien écrire dans un café. Parce que là, c'est un univers où les gens passent, mais ils ne s'intéressent pas à moi. Mais par contre, dans la maison, non. Hein. Chaque fois, ça passe, et puis on m'interpelle, et puis... Là, ça je ne peux pas faire ça. C'est quelque chose qui est... Voilà. Donc... il y a des gens qui aiment ça. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Et tu pourrais peut-être lire le poème de la page 89. 89. Poème pour apprivoiser le silence. Ah oui. Ah bah oui, voilà, c'est tout à fait chez moi, ça. J'ai interrogé le silence accroché à la haie au moineau. Il n'a pas répondu. Sans doute dormait-il entre les branches, ou pensait-il que le chant des oiseaux suffisait, que sa voix n'ajouterait rien à l'aube, ni à l'absence, prélude à ma question, ni à la voix en sommeil au fond de ma gorge. À quoi bon questionner ce que nous connaissons ? Le silence de la haie n'est que le nôtre, et il nous appartient de lui donner voix. Si les moineaux chantent sans trêve, un sanglot parfois au bord du bec,
c'est pour nourrir notre silence, pas le couvrir. Ça, c'est vraiment de chez moi. Oui, c'est vraiment... ça a été écrit devant la haie et devant les moineaux qui n'arrêtent pas de piailler tout le temps. Oui. Alors, une question qui va peut-être te surprendre. Si tu devais choisir un parfum, une odeur qui te chambouille, tu penserais à quoi? Un parfum, une odeur qui, en tout cas, moi, a marqué ma vie, c'est le patchouli. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est resté dans ma tête et c'est toujours merveilleux. Quand je sens un parfum de patchouli, automatiquement, de nouveau, j'ai 16 ans et je retrouve. Mais surtout, il y a une anecdote par rapport au patchouli. Pourquoi le patchouli? Parce que bon, j'avais 16 ans, j'avais des cheveux comme Yann Gillan, donc très longs, et à l'époque bouclés, ce qui n'est plus très, voilà, assez bouclés comme ça. Et donc, il se fait que une de mes copines, à l'époque, dans l'école, elle n'a rien trouvé de mieux que de me renverser sur la tête, en rigolant, un flacon de patchouli. Et c'est très fort, là. Donc pendant 15 jours, shampoing ou pas, j'ai senti le patchouli partout. Partout où j'arrivais, il y avait un sourire en disant qu'est-ce que c'est, ce gugus chevelu, et qui empeste pratiquement le patchouli. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, c'est un parfum qui est vissé à mon... Alors, honnêtement, j'avais l'impression qu'elle allait répondre autre chose. Vas-y, qu'est-ce que tu pensais quoi? L'encre. Ah oui, les parfums de l'encre. Oui, ça évidemment. Mais oui, bien sûr. Ben oui. Là, j'en ai. Je crois que dans mon bureau, dans mon premier tiroir, je dois bien avoir une quinzaine de flacons d'encre différents, et avec entre autres une encre mauve, violette, on pourrait dire, et que j'ai récupéré d'un flacon assez grand chez ma grand-mère. Je n'ai jamais su, parce qu'elle était décédée, j'ai jamais su d'où venait l'encre, mais elle a une odeur, un parfum extraordinaire. Et ça, parfois, je m'amuse simplement à déboucher rien que pour respirer le parfum. Mais quand je pensais parfum, je ne pensais pas directement ça, c'est vrai. J'ai écrit quelque part, les poèmes sont des pilules à vivre. Alors, je me pose la question... Oui, c'est vrai. Quels sont tes grands besoins existentiels? Bon, c'est une grande question. J'en ai pas énormément, il faut dire la vérité. Si, il y a deux. J'ai besoin d'avoir la paix. C'est quelque chose qui paraît un peu exagéré, mais comme j'ai toujours vécu entouré d'enfants, de gens autour de moi, j'ai des profs aussi, etc. Maintenant, je n'aspire qu'à une chose, et je suis à la 5e année de retraite, mais en réalité, c'est parce que j'étais prof, donc je peux partir à 60 ans à l'époque, et donc je n'ai pas eu l'impression d'être à la retraite parce que ça a été sauf pendant le Covid, période bénie, je crois que je la garderai dans mon esprit comme étant un moment béni de ce point de vue-là, d'avoir la paix, c'est-à-dire je fais ce que je veux comme je veux, sans qu'il y ait des choses qui interfèrent tout le temps pour m'empêcher de le faire. Donc ça, c'est mon besoin fondamental, c'est avoir la paix. Je ne l'ai jamais, donc c'est pas grave. Alors les besoins essentiels, je veux dire comme tout être humain, manger et boire, mais de manière tout à fait frugale. Je n'ai absolument pas besoin de grand-chose tant que je me nourris. Et existentiel, comme tout être humain, on a besoin d'amour. On a besoin d'avoir une relation avec des gens, de chaleur, d'affection, etc. Donc je pense qu'on peut très bien vivre seul, parce que la vie nous a fait qu'on est seul, mais en ayant autour de soi des points de chaleur et d'affection. C'est très difficile, à mon avis, de vivre seul, et de vivre sans affection du tout. Moi, j'en ai besoin, mais pas... pour le reste, matériellement, rien. Rien. J'ai besoin de rien. Franchement, des livres, évidemment. J'adore avoir des livres, mais il y a des bibliothèques, etc. Je les ai écumées quand j'étais jeune. Maintenant, moins parce que je peux me permettre d'acheter un livre de temps en temps. Mais j'ai besoin de lecture, oui. Mais par contre, si on me demande si j'ai besoin d'une voiture, j'en ai une, parce que je dois me déplacer de mes bois là-bas. Mais sinon, non, je n'ai pas besoin de ça. Je me fiche pas mal qu'elle soit grosse, parce que ça, j'en ai pas une grosse, et je m'en fous, personnellement.
Et le reste, non, j'ai besoin de 2-3 pantalons comme tout le monde, mais de rien. Et d'ailleurs, c'est à la grande tristesse de parfois des gens de ma famille qui pensent qui disent, enfin, qu'est-ce qu'on peut bien lui proposer? Il se fout de tout. Et ça, c'est vrai, j'ai pas de besoin matériel. Souvent, c'est un chèque-livre. Ouais. J'ai influencé énormément, parce que je ne voulais pas me retrouver avec un Xème pull, un Xème t-shirt ou éventuellement des gants et des écharpes pour remplir une garde-robe. Et donc, non, on avait une maison assez grosse au-dessus de Dinan il y a quelques années. On l'a vendue parce qu'on avait marre d'entretenir ce chameau-là, je vais dire, c'était énorme. Et on est parti dans un petit appartement. On n'y est pas resté parce que ma femme n'a pas aimé l'endroit, mais on avait dû faire passer dans l'entonnoir donc on s'est libéré. C'est là que je me suis rendu compte que les 3/4 des choses qu'on possédait, on n'en avait pas besoin. Que c'était vraiment, voilà, on les attend mieux, on les accumule, mais on n'a pas besoin. J'ai donné, je crois, 50 caisses de livres à Oxfam et à l'école et aux bibliothèques, et je me suis dit, j'ai fait le tri en disant, qu'est-ce que je vais encore chercher? Les livres qu'on m'a dédicacés, évidemment, ça je les garde. Mais le reste, je me suis dit, est-ce que je vais aller relire celui-là? Non, ça fait 20 ans qu'il est là, je ne le lis plus. Je vais faire plaisir à quelqu'un, voilà, etc. Et j'ai gardé l'essentiel. Bon, j'ai encore une belle bibliothèque quand même, mais qui s'étoffe toujours, évidemment, parce qu'on n'arrête pas quand même d'acheter. Mais maintenant, j'ai fait ceci quand un livre qui n'est pas un livre qu'on m'a dédicacé, c'est un livre que j'ai acheté comme ça, quand je l'ai lu, je le laisse dormir 15 jours, et puis je dis, bon, à ton avis, tu vas l'ouvrir encore un jour? Non. Eh bien alors, je le mets dans une boîte à livres, je le donne à quelqu'un ou je le dépose à la bibliothèque. Je ne vais pas accumuler sur des étagères des livres que je ne lirai plus jamais. Il y en a-t-il un ou deux que tu relis? Oui. Je relis Flaubert très souvent. Je relis Balzac, à certains moments, pas tout, mais Les Illusions perdues, en tout cas, oui. Je relis certains livres de Sartre. Camus, je ne dis tout ça, je lis très souvent, les carnets, entre autres. Et puis, de temps en temps, les livres américains, Kerouac, Sur la route, ça, ceux-là, oui, Jim Harrison, etc. Donc ça, j'ai un côté. Jim Harrison, oui. Et alors, mais sinon, les classiques, souvent. On retourne, moi, je les prends à la bibliothèque, si je veux les relire éventuellement, etc. Mais c'est plutôt les classiques, oui. Et la toute première découverte littéraire? Ben, écoutez, c'est Tintin. Hein, au niveau, je devais avoir 6 ans. Dès que j'ai su lire, c'était très vite d'ailleurs, d'après mon ancien instituteur de première année primaire, qui est toujours vivant et que je vois encore régulièrement, et on parle souvent. Et je dis toujours, moi quand je l'ai vu, cet homme-là est devenu un dieu, parce que je quittais l'école maternelle où j'avais vécu un cauchemar, et quand je suis arrivé à l'école primaire, j'y étais de 15 jours, je me disais, waouh, je vais bien me plaire ici, ça va être génial, et ça a été génial, et donc je savais lire pratiquement à Noël. D'après Louis, je suis resté dans les 3-4 qu'il dit, je me souviens vraiment du phénomène, et j'adorais ça tout de suite. Donc ça a été Tintin, et puis très vite, tout ce qui pouvait exister, de Ivan Noé je sais pas moi, à Bob Moran, etc. Et très vite aussi Jules Verne. Donc je me souviens bien que ma grand-mère m'achetait les Jules Verne, je devais avoir 10 ans. Et je lisais Jules Verne à 10 ans, 11 ans, j'adorais ça. Et puis après, ça a été la bibliothèque de mon père, qui n'était pas une grande bibliothèque, mais qui était une bibliothèque quand même avec des bons bouquins, qu'il avait bien choisi en tout cas. Et j'ai eu la malchance d'être gravement malade vers 14 ans et d'être cloué au lit pendant 4 mois. Et alors, je suis resté cloué le premier mois vraiment au lit, et les 3 autres mois, on me transportait pendant la journée sur le canapé du salon, et juste à côté du canapé, j'avais que ça à faire près dans la bibliothèque. Alors là, j'ai lu tout ce qui existait là de classique sur les 4 mois.
Donc ça m'a mis une belle avance qui a fait que quand j'étais en fin d'humanité, comme on disait à l'époque, donc vers 17 ans, eh bien, on était 2 dans la classe. L'autre, c'est le juge Monin, qui a fait un peu la une il y a quelques années des médias, parce qu'à Dinan, il était juge, il a eu des problèmes avec sa hiérarchie au point d'être c'était quelqu'un qui était pratiquement licencié de la magistrature pour des problèmes autres. Mais il y avait Louis et moi. Et on était à l'école, tous les livres que le prof donnait au programme, on les avait déjà lus. Parce qu'à l'époque, on ne lisait pas ce qui vient de sortir. Hein. On lisait des choses bien établies depuis des années. Et donc, tout ce que ce soit le grand mot, n'importe quoi, on avait tout lu. Et même les livres de Sartre, je me souviens bien qu'il nous avait déjà fait lire Huis clos, etc. On avait lu. Et donc, plutôt que de nous donner un livre à lire, lui, il disait, choisissez quelque chose et venez en parler en classe. Et donc, on venait, nous, régulièrement, faire part de nos lectures. Et comme on lisait comme des enragés, c'était toutes les semaines quasiment, qu'on avait pendant 10 minutes, un quart d'heure, on venait parler d'un auteur à la classe. Et c'est à l'époque, on dit toujours la pédagogie, mais c'était une pédagogie quand même des années 70, où les profs n'étaient pas formés à ça, où ils étaient quand même très ouverts, parce que dire on ne ferait pas les mêmes contrôles que les autres, vous ne ferez pas les mêmes trucs, et vous pouvez venir parler, etc., c'était quand même chouette. Ouais. Et Jean-Marie, en tant que prof, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années de Ce que je... Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Je ne devais pas être prof, moi. Je ne voulais pas être prof en sortant d'humanité. Je voulais être médecin. Et non, je voulais être rien du tout, en réalité. Mais je suis retrouvé en médecine parce que les autres y allaient. Il y avait 3/4 de la classe qui y allait, que je ne savais pas quoi faire. Et comme j'étais scout et que je m'occupais de la trousse de secours, je me suis retrouvé en me disant, quoi, tout compte fait, voir des gens, les soigner avec la trousse, pourquoi pas, ça va me plaire. Hein. Et je suis resté 1 mois en médecine. Non, j'y suis resté le reste de l'année, mais 1 mois au cours, parce que je n'osais pas dire à papa, maman, je m'étais complètement planté. Donc je ne savais pas comment faire. Bon, j'allais au cours plus ou moins, et je savais déjà bien que ce n'était pas pour moi. Ma fille est médecin maintenant, comme quoi l'hérédité ne joue pas. Et donc, au bout à Noël, évidemment, ça a été la razzia j'étais éliminé, j'étais complètement... il n'y avait qu'en philo et en maths que j'étais bon, donc ça vous donne une idée. Et donc, à ce moment-là, papa dit, tu vas faire quoi l'année prochaine? Je dis, je voudrais bien faire les romanes. Hein, parce que c'était la littérature qui m'intéressait, qu'à l'époque, je me disais, l'étude littéraire, les romanes, je vais faire la philo-romane. Mais pas avec l'idée d'être prof, quoi. L'idée, c'était d'être journaliste. Et je lui ai dit, je vais faire 2 candidats philo-romanes, et puis je file à Lille faire l'école de journalisme. Évidemment, je ne suis jamais parti, parce que je me suis tellement bien plu là, je me suis rendu compte de la pédagogie, etc. Je me suis dit, oui, ça va me plaire, ça. Et je suis devenu prof, et je n'ai jamais regretté. Jamais, jamais. Ça a été Moi, j'avais tendance à dire, en tant que prof de français dans un lycée technique, donc avec pas que les plus faciles, soi-disant, mais non, ça passait super bien. Et quand je disais aux gens, moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Il ne fallait pas que je dise ça devant quelqu'un qui était prof, j'étais assassiné d'office. Sinon, je disais aux gens, oui, c'est vrai, je reconnais que je suis un privilégié de la vie, j'ai des mois de vacances, je rentre chez moi le plus tard, c'est à 16h30, hein, si j'ai pas d'embouteillage, moi ça allait tout seul, tout près. Et donc je me disais, parfois j'ai même des demi-jours de congé, comment est-ce que vous voulez que je me plaigne? Hein, je suis avec mes enfants, je peux les mener au sport, si je corrige à 22h, c'est mon problème, tant que c'est fait. Hein, mais l'après-midi, je peux tondre ma pelouse si j'ai envie, quoi. Donc j'étais vraiment heureux. Et en classe, j'adorais ça, moi. Franchement... Oui. Jean-Marie, quand on travaille d'éditeur, on sait que l'éditeur, pour tous les écrivains, pour tous les poètes, c'est important, un éditeur. Oui, il faut en avoir un, quoi. Je suis éditeur en poésie depuis une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, quelque chose. Oui, non, à peu près, pas tout à fait 10 ans, pour ce qui est vraiment de la poésie bleu d'encre, vraiment de ce que tu appelles les beaux livres, entre guillemets. Avant, j'en ai fait des agrafés. Et puis, il y avait une revue qui existe depuis 1998. Donc là, elle a quand même déjà dû. Mais, donc, j'ai une revue qui sort 2 fois par an. Elle va sortir maintenant en décembre, et puis elle sort en juin, au solstice. Et, oui, je suis devenu éditeur par hasard. Par hasard.
C'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire que j'ai toujours, moi, adoré fabriquer... À la limite, j'aurais pu être... Si maintenant on me demande, si tu n'avais pas été prof, tu aurais pu être éditeur. Ou en tout cas, travailler dans l'édition. Ça, c'est un truc qui me plaît bien. Et je crois que si j'avais 17-18 ans maintenant, je ne referais probablement pas le même parcours. Parce que, voilà, on est toujours le résultat d'une époque, d'une situation espace-temps, je le disais toujours. Hein. Donc, moi, quand je suis sorti, il fallait, dans l'esprit de la Wallonie profonde, il fallait faire des études. Ben, pour mes parents, c'était important, faire des études, quelles que soient les études, trouver un métier tout de suite, hein, et puis se marier. Éventuellement faire des enfants. C'était la logique. Maintenant, si je me dis, quand je vois les jeunes que j'ai chez moi, enfin, ils ne sont plus chez moi, mais que je vois autour de moi, je me dis, bon Dieu, qu'est-ce que vous avez comme ouverture possible? On vous demande, vous avez 20 ans, vous décidez que vous ne faites pas les études, bof, on ne vous tombe pas nécessairement dessus, c'est moins évident qu'avant. C'est en tout cas sûr que vous pouvez partir de la maison sans devoir vous marier pour ça. C'est logique, c'est presque logique. Moi, dans le milieu où j'étais, c'était pas facile à faire comprendre, hein, ce genre de choses. Donc, on peut dire que parfois, on peut faire les choses autrement, oui, aujourd'hui. Tu pourrais peut-être nous lire le poème de la page 31. Poème sur l'histoire d'Oreille. Ah oui, oui. Ça parle un peu des rumeurs, à tout compte fait. On entend dire une rumeur, des mots sans bouche, sans regard, qui volent en essaim, s'éparpillent, butinent les oreilles au hasard. On raconte une histoire, l'histoire d'une autre, ailleurs, tout près. Des images percent le jour, il paraît, on ne savait pas, sinon bien sûr, évidemment, bien sûr qu'on aura ouvert la porte, entrouvert une fenêtre. On n'est pas pour la mort, ni le rejet, ni l'exclusion. On se raconte des histoires, c'est vrai, pour ne pas voir dans l'écran, pour ne pas entendre les coups sourds sur nos murs. Bien sûr, on s'invente des vies capitonnées, des vies abritées, assourdies. Mais on n'est pas raciste, monsieur. On n'est pas machiste, madame. On n'est pas intégriste. Ni un ceci, ni un cela. Sauf peut-être un culte parfois. Mais ça, ne le répétez pas. On dit, on raconte une rumeur que le monde a mal au bide, qu'il se tord de douleur entre les virus, les coups de trique, les femmes battues et les ours polaires à la dérive. On dit qu'il fait le gros dos, le monde, entre les convulsions et les trahisons, qu'il cherche un ciel où s'accrocher, une main à saisir dans la nuit. On dit, on raconte une rumeur, que les poètes allument des lumières, brûlent des bâtonnets de mots, cuisent des brochettes de verre, au feu d'un soleil qui aime les peaux, toutes les peaux, les uniques, les belles, les blanches, les noires, les rouges et les rebelles, les jaunes, les cafés sans ou avec lait, les parfumées à l'anis, les sucrées, les granuleuses et les imberbes, toutes les peaux. On le dit, on le répète, une rumeur, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Le grand Schtroumpf l'a dit, il ne faut pas croire tout ce qu'on écrit. Mais peut-être, qui sait, peut-être, faudrait écouter les poètes, déguster, mâcher, avaler leurs mots en brochette, en ratatouille, et peut-être, qui sait, les croire, quand ils dessinent des espoirs en forme de papillons, quand ils plantent leurs griffes dans le ronron du jour. Faudrait peut-être, qui sait, peut-être que la rumeur monte des braises, que la flamme court, qu'on entende dire que le monde brûle, que les mots brûlent, et qu'il est grand temps de vivre. Même quand à la fin d'un jour sans fin, la lassitude nous répand dans le fauteuil aux larmes. Faudrait une rumeur, faudrait tendre l'oreille à la voix qui dit « On n'est pas dans un rêve, mais on vit, sans porte ni fenêtre, les poings serrés, mais le cœur ouvert, on vit ensemble, on vit. » Pour terminer, je voudrais proposer que tu nous lises un texte que tu as écrit dans le cadre de Lisez-vous le Belge. Ah oui. Et c'est un texte, c'est un peu dit. Oui, C'est c'est... un texte dans lequel tu as semé
c'est un... Je vous invite à les retrouver, à compter sur vos doigts ou pas. On va les reconnaître, c'est déjà pas mal. Merci. Ben, en fait, on était obligé, on nous a proposé, enfin, ceux qui avaient été sélectionnés, il fallait créer un poème, d'accord. D'abord, il y avait un certain nombre de vers et de rimes, etc. Enfin, pas de rimes, mais de nombre de syllabes, etc. par vers, parce que c'était pour la mise en page. Mais l'autre consigne beaucoup plus importante, ça devait être ludique, dans le sens où il fallait que le lecteur puisse chercher quelque chose dedans ou être interpellé, etc. Je dois dire que pour moi, ça m'interpellait un peu parce que ce n'est pas le genre de choses que je fais d'habitude, de me donner trop de contraintes. Hein, toi, je sais bien que tu fais, Isabelle, tu écris dans une forme précise. Moi, je n'ai jamais de forme, comme on dit. Hein. Donc, me forcer à ça, ce n'est pas facile. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui puisse entrer dans le poème? Et j'ai pensé aux maisons d'édition. J'en ai relevé un certain nombre qui ont rapport à la poésie. Moi, j'en ai peut-être oublié, hein, je n'ai pas dit qu'elles y étaient toutes, mais il y en a 8. Alors, c'est un poème qui parle de Bruxelles, justement. Même si je ne suis pas bruxellois, j'adore Bruxelles. Moi. Je viens à Bruxelles presque comme certains vont en week-end à la campagne. Donc, le titre, c'est encore un titre qui est un peu interpellant. Poème boussole pour une ville sans filet. J'aime tes rues sans coin, Bruxelles, ma belle. Tes demeures au garde à vous s'épaulant pour tendre vers un mouchoir de ciel, gris de toute évidence. Tes rues brassent le corps, les torréfient au dioxyde. Donne-moi ton bâton d'encre bleue, que j'éclate les melons aux yeux pères. Sur quel méridien est ma ligne de fuite? Tous ces corps qui s'entrecroisent dans le murmure des soirs, sur quel méridien ces gens à même les trottoirs, d'une cour des miracles où ils ne gagnent jamais. Hosanna, les ânes défilent sur les avenues, devant les chapolaires, pour braire à tous les réseaux. Leur caravane patauge dans le maelstrom des peurs, distillée aux noirs alambics des rejets et des refus. Tu sais, Bruxelles, ma belle métisse, mon tétra aux 1000 cordes, je ne suis pas un âne. Tes mains ouvertes, tes mains de laine trouée parlent en mesure de l'ailleurs échoué sur tes quais. Je marche à la boussole d'un demain, tapis dans les taillis, les prés bitumés et les coudriers hilars. Poète, dis-tu, mais quel poète? Un chevalier errant sur une trottinette électrique? Un cycliste à rebours de la chaussée, chasuble jaune de Forsythia, je crois, à l'angle d'un printemps empêtré dans ses doutes? Moi, je dérive dans ce pays mou, ma Bruxelles, ce marais de rêves enlisés qu'une trompette magnifie, et quand des diables formatés secouent les filets d'indifférence, je me fonds dans ta foule, j'en assimile les couleurs, je deviens un caméléon scotché sur la branche d'un arbre à paroles entre les mains du vent. Voilà, c'est un peu... Voilà. Et donc, l'examen, oui, c'est pas... Je ne sais pas si vous avez reconnu toutes les villes, elles sont à la fin du texte, toutes les maisons d'édition. Il y a Bleu d'encre qui est la mienne, c'est par hasard qu'elle arrive en premier. Murmure des soirs, qui fait beaucoup plus dans le roman, hein, d'ailleurs. Le Chapolaire, que tout le monde commence à connaître de plus en plus. Maelstrom réévolutionne ici à Bruxelles. Le Tétralire, le Taillis-Pré, et puis le Caudrier, l'arbre à parole, évidemment. Voilà. Mais je te remercie. Ben c'est moi qui vous remercie. Merci. Et pour vous remercier de votre participation à ce numéro des masques et la plume, cette rose, Claude Donnet, qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard. Et surtout, n'oubliez pas, maintenant et chaque mois, c'est masque et la plume.